Bien, nous continuons cette soirée littéraire avec une deuxième table ronde, une deuxième rencontre avec deux auteurs qui abordent une problématique qui n'a strictement, vous l'aurez compris, rien à voir avec la précédente. Nous évoquions tout à l'heure des grands hommes, et cette fois avec Eva Almasy, qui écrit L'accomplissement de l'amour, paru aux éditions de l'Olivier, et Julien Delmer, Georgia, chez Grasset. Évidemment, ce sont deux histoires, deux évocations. Vous me direz l'un et l'autre comment vous définissez vos livres, complètement différentes. J'ai envie de commencer avec Georgia, parce que Georgia, il y a une connotation précise, une chanson peut-être, et puis c'est peut-être le moment de se la rappeler. Donc on va l'écouter quelques secondes si vous voulez bien. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia. Bien, eh bien, avoir les sourires que je crois voir chez vous tous, y compris d'ailleurs à commencer chez Julien Delmer, je me dis que l'idée était peut-être bien, non seulement qu'il appelle son livre Georgia, mais qu'on se souvienne évidemment que c'est Ray Charles. Et Ray Charles, manifestement, nous ramène à beaucoup d'entre nous, en tout cas, à des belles évocations. Alors, Julien Delmer, Georgia, c'est qui ? Ah, Georgia, c'est qui? Alors, Georgia, c'est une chanson au départ, vraiment. Il n'y a pas que la version de Ray Charles. J'aime beaucoup celle de Ray Charles, mais ça m'a permis aussi de découvrir celle de Billie Holiday ou la version de Louis Armstrong, qui sont toutes les trois vraiment intéressantes. C'est une chanson que j'aime depuis toujours parce que c'est une chanson qui est ambiguë. C'est à la fois une chanson d'amour où le chanteur s'adresse à une femme qui s'appelle Georgia, mais c'est aussi une chanson d'exil. C'est une chanson qui s'adresse à l'État de Géorgie que la personne a quitté, et donc dont il est nostalgique. Et c'est aussi une chanson qui a une dimension politique, c'est-à-dire qu'à l'époque où Ray Charles voulait la jouer justement dans l'État de Géorgie, il était en pleine l'époque de la ségrégation raciale, et donc on lui a interdit lui plutôt a refusé de jouer devant un public uniquement blanc. Donc le concert a été annulé, et des années plus tard, après la ségrégation, c'est devenu l'hymne de l'État de Géorgie. Donc c'est une chanson qui a aussi une dimension politique forte. Voilà, donc moi le défi c'était de partir d'un prénom et donc de cette dimension un peu vaporeuse de la chanson et d'essayer de l'incarner dans un personnage de fiction. Alors justement, comment passe-t-on à l'étape? Vous êtes quelqu'un des mots, quelqu'un du livre, quelqu'un des mots, quelqu'un du langage, puisque vous êtes évidemment très impliqué, très connu dans le mouvement slam notamment, vous animez des ateliers d'écriture. Les mots sont votre monde, sont votre univers, mais c'est votre premier roman. Donc Georgia déclenche une fiction, une histoire. Quel est l'acte de passage et pourquoi en arriver à un moment, j'écris un roman?
L'idée, l'envie, le désir du roman, je pense qu'il était en moi depuis pas mal de temps. Moi, la vraie difficulté pour passer de la poésie au roman, c'était la dimension banalement prosaïque du roman. C'est-à-dire que pendant des années, je me sentais incapable d'écrire une phrase comme Georgia sortit et ferma la porte. Pour moi, c'était... Non, on peut pas, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'image. Pour moi, c'était difficile. Et en même temps, on est obligé d'en passer par ce genre de phrases. Donc pour moi, tout le défi du livre, c'était justement d'essayer d'écrire un roman où la poésie soit présente, où voilà, ce soit clairement aussi conserver la dimension d'une chanson. Pour moi, c'était important. Le personnage de Georgia existe, il a une histoire, un présent, un désir, il se projette dans l'avenir, et en même temps, il est fuyant, un peu comme une ritournelle qui disparaît, qui réapparaît, dont on se souvient le matin sans trop savoir pourquoi, et qu'on oublie le soir sans plus en savoir finalement. Voilà, donc c'est un roman, et c'est aussi pour moi une dimension nostalgique, mélodieuse, mélancolique d'une chanson, ce texte. Ce livre, effectivement, il est assez à la fois mélodieux, puisque très bien écrit. Ceux qui l'ont déjà lu reconnaîtront effectivement une prose extrêmement bien balancée, très poétique, très musicale, extrêmement jolie, extrêmement retenue, et puis sans doute quelque chose d'extrêmement mélancolique dans l'histoire même que vous racontez. Je dirais peut-être pour résumer, alors très brièvement, mais vous allez développer une histoire urbaine entre deux marginaux d'aujourd'hui. Alors, sont-ils deux marginaux? On ne sait pas trop. Il y a une jeune toxico et puis quelqu'un qui vient de l'immigration, et ils se rencontrent dans la ville. Jusque-là, j'ai bon. C'est le parfait résumé. Voilà, maintenant on avance. Donc... En fait, il y a deux personnages principaux dans ce roman, mais j'espère qu'on aura le temps d'aborder aussi les personnages secondaires, parce qu'ils ne sont pas si secondaires que ça. Pour moi, ce sont vraiment des énergies aussi qui sont indispensables au récit. Il y a effectivement Georgia qui vient de Normandie, de Bayeux, qui est peintre, qui arrive dans une ville. La ville n'est pas nommée. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à Paris, tout le monde croit que c'est Paris. Or, je me suis beaucoup plus inspiré de Lille, que je connais bien mieux que de Paris. Mais voilà, il se trouve que... Donc voilà, il y a beaucoup de passages où vraiment j'avais des images de la porte de Valenciennes, on n'est pas très loin justement, donc c'est plus clairement Lille, même si la ville n'est pas nommée, que c'est plutôt une entité un peu floue. Et donc Georgia arrive en ville, elle travaille elle fait des petits boulots, et puis très vite à un moment elle lâche la rampe, elle continue à peindre, elle peint d'une manière assez obsessionnelle, elle peint comme on se drogue finalement, elle peint jusqu'à s'écrouler par terre dans les vapeurs d'acrylique. Et puis elle croise Venance, lui qui vient du Sénégal. Il est né à Saint-Louis du Sénégal. Il est venu en France pour poursuivre des études, mais surtout pour fuir sa jeunesse. C'est pas trop une immigration économique, celle de Venance, c'est plutôt une immigration que j'allais dire presque existentielle, affective. Il a fui sa famille, Saint-Louis, la pesanteur des liens familiaux qu'il ne supportait plus, et donc il vient en France. Il travaille au noir comme plongeur dans un restaurant du terroir, où donc en gros il contribue à fabriquer des terrines de volaille, des escalopes à la crème, etc. Avec ses collègues cuistots qui sont sénégalais. Il croise Georgia un peu par hasard, et l'espace d'une parenthèse amoureuse qui dure quelques nuits, il se raconte, ou plutôt Georgia raconte son enfance, et Venance, dans une écoute active, participe pleinement à faire de ces nuits un moment déterminant pour les deux personnages. Georgia, elle continue sa spirale, et Venance, qui lui était plutôt dans une vraie droiture morale, qui avait une vie bien réglée, lui par contre se met à dériver jusqu'à la conclusion tragique de son parcours. Alors, il y a ces deux personnages principaux. Nous évoquerons après tout de suite les personnages secondaires que vous évoquiez à l'instant. Mais auparavant, je voudrais que vous évoquiez aussi ce qui est finalement la trame du livre, c'est-à-dire le problème de l'immigration. Alors, vous disiez qu'il n'est pas tant le problème de l'immigration, le retour au pays, l'évocation. Et au fond, votre livre est séquencé avec des évocations qui s'appellent le ciel, le fleuve, la ville, le soir, l'enfance. Donc on perçoit évidemment que tout cela, c'est le déchirement aussi de ces jeunes générations, ou moins jeunes générations, balancées entre deux cultures, trois cultures, des errances urbaines par rapport à un rêve d'un ailleurs. C'est un petit peu ça aussi, cette ville prenante, et puis
cette émigration. Je ne sais pas, le mot n'est peut-être pas bien choisi. Si, il est bien choisi. Venance, même si les motivations ne sont pas forcément celles qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire une motivation strictement économique, Venance est concrètement étranger en France. Il tente de faire renouveler ses papiers à la cité administrative. Il n'y parvient pas tout simplement parce qu'il n'a pas de certificat d'embauche. Il travaille même dur, mais il n'a pas le contrat d'embauche. Et donc, il va subir ce que subissent là, énormément d'étrangers en France, c'est-à-dire progressivement une sorte de mise au banc, d'ostracisme, ce qui fait que il va se terrer entre son petit appartement sous les combles et son travail, et la rue va lui devenir carrément hostile, c'est-à-dire qu'il va vivre dans une peur permanente, il va devenir une sorte de bête traquée à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur. Donc moi j'ai voulu tout simplement essayer plutôt que de parler en termes de statistiques de l'immigration ou même en termes de problèmes, parce que c'est quand même aberrant de constater que depuis 30 ans bientôt, systématiquement dans les médias, l'immigration est accolée au mot problème. Voilà, c'est un problème. Or, c'est une problématique peut-être, mais pourquoi dire que c'est un problème? En tout cas, pour Venance, c'est d'abord une situation concrète, voilà, de peur et de frustration. Et j'ai voulu, plutôt qu'aller vers des statistiques, essayer de dresser le portrait d'un homme avec ses qualités, ses défauts, ses grands mouvements de bravoure, ses moments de lâcheté, et puis ses désirs secrets et ses rêves. Et ces désirs secrets et ses rêves, on ne lui permet pas de les concrétiser dans l'étau que constitue la ville et plus globalement peut-être la société. C'est pas un roman à proprement parler social, dans le sens où mais c'est un roman en tout cas qui a une dimension, qui essaye d'interroger des vies en déshérence. Moi, la question de la marginalité, elle m'intéresse. Ouais. Georgia est marginale aussi pour d'autres raisons. Et c'est comment, en fait, la vraie problématique du livre, c'est comment à un moment on lâche la rampe. C'est-à-dire, voilà, on joue tous, nous, ici, je pense, un minima, en tout cas la règle du jeu. C'est-à-dire, on sait que les dés sont truqués, que le jeu les dés sont pipés, que le jeu est truqué, mais on joue le jeu social. Qu'est-ce qui se passe quand, à un moment, comme ça arrive au personnage de Georgia, elle refuse de jouer, c'est-à-dire elle se met complètement à l'écart du jeu. Il y a un moment où elle jette d'ailleurs sa carte d'identité à travers une grille d'égout en sortant de la CAF. Voilà, c'est comment à un moment il y a se lâcher la rampe. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être générationnel, c'est-à-dire que autour de moi, autour de nous, je pense on a d'abord cette peur intérieure de lâcher la rampe à un moment, c'est-à-dire de ne plus pouvoir faire face à ce qu'on considère parfois comme des aberrations. Et puis autour de nous, moi en tout cas autour de moi, il y a des exemples de gens qui, parfois définitivement, parfois temporairement, lâchent la rampe. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est ça qui m'intéressait dans ce roman. Donc c'est de toute façon une fiction qui relève de votre parcours, ou tout au moins de votre observation du monde tel qu'il est, tel que vous le vivez, tel que vous l'avez. Dans la construction même du livre, on ne va pas évidemment tout dévoiler, même si vous avez dit vous-même tout à l'heure que c'était une histoire assez triste avec un dénouement assez tragique. Sur ce dénouement, est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez finalement, aviez-vous plusieurs cheminements à prendre? Avez-vous hésité? Je ne dis pas forcément entre le rose bonbon et le noir tragique. Il y a de multiples chemins pour éviter l'un et l'autre. Est-ce que vous avez une hésitation finalement dans votre parcours d'écriture? C'était de toute façon là où vous vouliez aller avec vos personnages, j'entends. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors, et c'est même une question, là, c'est vraiment une question qui me préoccupe d'un point de vue même presque éthique. Là, j'étais à une rencontre avec des camarades communistes qui avaient beaucoup aimé le roman, mais qui semblaient dire qu'il y avait effectivement une sorte de déterminisme, de fatalité, et que les personnages semblaient dans l'incapacité vraiment de se sortir de cette situation et de s'émanciper. Pour moi, ces personnages-là, ils luttent, voilà, vraiment. Ils luttent à leur manière, avec leurs armes, mais ils luttent. Ils ne sont pas dans la résignation. Alors, c'est peut-être pas des grands plans d'émancipation collective, c'est sûr que c'est pas le grand soir, ça c'est sûr, mais c'est ils sont vivants. Et voilà, il y a la phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui dit « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Et mes personnages, pour moi, sont vivants, vraiment, envers et contre tout. Et donc, ils sont dans une forme, effectivement, de résistance malgré tout. Après, il est sombre, ce roman, mais moi, j'ai vraiment voulu traiter le noir comme une couleur, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des nuances dans le noir, pour moi. Et chaque personnage, en tout cas, j'ai vraiment essayé de lui donner une forme de clarté, de luminosité et donc de dignité. Voilà, pour moi, il n'y a pas de vie indigne. Voilà, même si
voilà, il y a des personnages qui semblent au 4e sous-sol, à la limite d'une déchéance totale. Pour moi, ils ne sont pas indignes. Il n'y a pas de vie indigne. Et dans chacune de ces vies, de ces personnages que j'ai traités, et même plus généralement, je pense, dans chacune des vies, il y a quelque chose, il y a une part de lumière, ouais, on peut dire, en tout cas, que j'avais envie de souligner et de marquer, vraiment. C'est pas un roman de la résignation du tout. Ah non, effectivement, moi, en tant que simple lecteur, hein, je peux effectivement dire que ce n'est évidemment pas un roman de la résignation, ne serait-ce que parce que votre écriture est extrêmement lumineuse. Et Val Massy, je pense que vous avez jeté un œil sur le livre et peut-être votre sentiment. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a des bonheurs d'écriture à chaque page, mais énormément, quoi. J'ai lu en professionnel là, le début, la fin et le milieu, et puis après j'ai grappillé et vraiment c'est très 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 bien écrit. Ça, c'est la magnifique surprise pour moi de ces rencontres-là déjà. Merci beaucoup. Et ben voilà quelque chose qui est très spontané et puis qui, en plus, venant de la part d'Eva Almassi, eh bien, puisque elle a la parole, on va continuer avec vous. Alors, je vais juste justifier oui. à vos yeux ma compétence professionnelle, parce que j'ai une histoire de Georgia, bien sûr, de la chanson. Entre 2000 et 2002, j'étais critique littéraire à France Culture, avant d'y revenir plus tard en clown littéraire avec des papous dans la tête. Donc, j'étais critique littéraire. Et je prends le RER un peu plus loin que Versailles et j'arrive à Javel pour après traverser le pont Mirabeau pour aller à la radio. Et entre 2000 et 2002, il y avait encore de la musique dans le RER. Et à chaque fois, quand le train n'était pas en retard, je posais pied à terre du RER à la station Javel sur Georgia. Et donc, vous voyez comme les choses se rejoignent toujours dans la vie. Donc, et vous devenez, cette chanson devient une lecture pour moi. Non seulement les choses se rejoignent, mais elles se rejoignent aussi aux soirées littéraires de Lille, aux rentrées littéraires de Lille, puisque, eh bien, vous deviez vous rencontrer au détour de vos livres respectifs. Et finalement, c'était une bonne idée que cette thématique qui nous a été proposée pour cette deuxième table ronde autour de l'amour, bon, il a fallu que ça tombe sur moi. Alors, petite parenthèse, je ne suis pas Éric Emmanuel Schmitt, comme vous l'aurez compris. Il devait être parmi nous ce soir, retenu à Bruxelles pour un rendez-vous. Il a promis de venir à Lille dans quelques semaines, peut-être, pour parler de son livre Les perroquets de la place d'Arezzo, peut-être au Furet du Nord en décembre ou un petit peu plus tard. Voilà. Donc je referme cette parenthèse et puis je reviens donc à l'accomplissement de l'amour. L'amour, voilà, puisque c'était la thématique de cette deuxième table ronde. Alors, vous êtes une voix de France Culture, hein, Eva Almassi. Votre livre aussi est extrêmement musical, extrêmement bien balancé dans les rythmes. En tout cas, c'est encore une fois l'impression du lecteur que je suis. L'accomplissement de l'amour, moi, il y a une évocation pour moi en lisant votre livre, et vous me direz si je me trompe. J'ai eu des images du film Un soir, un train d'André Delvaux. Je ne sais pas si je suis complètement à côté de la plaque, c'est possible. Mais en tout cas, dans les impressions que vous évoquez dans ce livre, qui, vous allez nous le résumer en 2 minutes, l'histoire d'une femme qui part un soir ou un matin rejoindre son amant. Et voilà, elle va à la rencontre de son amant. Jusque-là, tout est dit, évidemment, rien n'est dit. Donc c'est un livre qui est restreint dans le temps. C'est 24 heures dans la vie d'une femme, mais ça ne ressemble pas du tout à l'histoire de Stefan Zweig. Et donc c'est le type de livre où vous avez un jour dans une vie et toute une vie dans un jour racontée, puisque le personnage principal qui s'appelle Béatrice, dont le nom souvent se raccourcit en Béa, voire en B, parfois en Bi, comme abeille en anglais. Et cette femme-là, en allant rejoindre un amant qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle a rencontré, et en cela c'est une histoire d'aujourd'hui sur Internet, et elle repense à son couple ancien,
enfin ancien, peut-être qui va rester son couple. Et elle repense en somme à toute sa vie et elle philosophe dans sa petite voiture qu'elle a prise cette fois et pas le RER pour s'arrêter. Peut-être que l'histoire aurait été bien différente si cette histoire était aussi orchestrée dans cette musique-là, mais c'est une musique un peu différente sur fond d'angoisse. Donc moi qu'on connaît comme drôle, j'espère, le dimanche à France Culture, ce livre risque de décevoir en ce sens, puisqu'il est assez noir aussi pour être plutôt lucide et réaliste. Cependant, une femme lectrice a dit c'est un livre qu'on devrait mettre entre les mains de toutes les femmes de plus de 40 ans. Donc, mais qui j'espère, au long des expériences plus heureuses, in fine, que mon personnage, que je ne malmène cependant pas, puisque je lui offre ce qui fait que nos vies soient palpitante, c'est-à-dire je lui offre le désir en partage et elle peut aller jusqu'au bout de son désir. Voilà. Voilà, oui, mais continuons. Donc moi, qui n'ai pas la chance d'être une femme de plus de 40 ans, donc je suis un très mauvais lecteur parce que finalement, je suis un homme et les hommes, alors, ils peuvent lire ce livre. Alors là, étrangement, j'ai les plus vives critiques au sens qu'elles étaient, dit-elle en rougissant, très élogieuses, mais les plus vives venaient quand même de journalistes hommes. Et à tel point que j'ai écrit à l'un d'entre eux et qui m'a répondu avec des choses extrêmement personnelles. Les hommes peuvent être, je les préviens, atteints par ce livre et peut-être parce qu'il est quand même question d'une sorte d'incompréhension. Est-ce qu'on attend de l'autre finalement ce que l'autre peut nous donner, ou bien est-ce qu'on en attend une connaissance et une possession plus forte de soi-même? Finalement, c'est peut-être des révélations qu'on attend des autres, comme c'est des révélations sur soi-même qu'on attend des livres. Ainsi, alors là, moi, vous avez cité comme ça Victor Hugo. Moi, je ne vais même pas pouvoir vous dire qui je cite en disant, mais ça ne vient pas de moi, que chaque livre qu'on lit est une autobiographie du lecteur. Donc, si je réussis à toucher quelques lecteurs, c'est parce que ces lecteurs-là auront peut-être assez d'affinité avec mon monde, avec mon langage, avec mon imaginaire, mais aussi peut-être dans ce livre-là avec mon expérience, je le dis très sincèrement, pour pouvoir lire, au détour de certaines pages du moins, une autobiographie d'eux-mêmes. Une autobiographie qui ne dirait pas son nom, bien évidemment. C'est un livre remarquablement écrit. Là encore, j'y insiste, mais c'est vrai que on sent l'habitué de la radio et la phrase musicale est chez vous extrêmement poétique. Je voudrais, moi, que vous nous parliez un peu de votre travail sur l'écriture. Vous travaillez, vous resserrez, vous revenez, ou finalement vous avez une facilité d'écriture sur encore une fois, quelque chose qui ressemble à de l'introspection, qui n'en est pas, nous sommes d'accord, qui n'est pas de l'autobiographie, nous sommes d'accord, mais donc, est-ce que vous maintenez votre écriture dans des barrières extrêmement rigides ou vous partez, vous la laissez partir? D'abord, alors, un mot, moi, au français, j'y suis venue à l'âge de 22 ans. Et c'est par miracle, surtout mon français écrit, j'ai jamais travaillé pour, j'ai reçu ça en cadeau, en don du ciel. Il y a même un mot pour ça, glossolalie, quand on se met à parler en langue. Je n'ai jamais appris le français dans une école. Je suis venue de ma Hongrie natale à l'âge de 22 ans en tant que réfugiée politique
Et comme je venais d'un pays fermé, où on avait accès à de la très très bonne littérature, et notamment la littérature française du 19e siècle, mais je passais mon bac avec Balzac, c'était pas un problème. Par contre, il y avait des tas d'auteurs auxquels on n'avait pas accès. Ainsi, c'est pas que de la littérature française, mais aussi, par exemple, quelqu'un qui est devenu, enfin deux écrivains qui sont devenus extrêmement importants, Virginia Woolf, qu'on lisait, mais tous ces livres n'étaient pas disponibles. Et alors Vladimir Nabokov, un autre auteur qui a changé de langue. Et Nabokov, alors en tant qu'exilé de la Russie soviétique, on n'en a jamais entendu parler en Hongrie. Donc c'est à travers mes lectures d'auteurs français, mais aussi cette langue d'accueil. La France était mon pays d'accueil, mais le français est aussi une langue d'accueil où plus de 50% des livres qui paraissent sont traduits de toutes les langues du monde. Et donc, c'est à travers la lecture que j'ai appris ce français. Et mes professeurs s'appelaient, s'appelaient Rimbaud et Verlaine, mais s'appelaient aussi Virginia Woolf, Nabokov et d'autres, et autres Borges, et tout de suite, par exemple, beaucoup de Français natifs dans cette langue ont des problèmes d'orthographe. Alors moi, non, puisque les mots se sont photographiés dans mon esprit. Et j'avais une telle reconnaissance pour vous tous, enfin, notre génération-là, qui m'a accueilli, accepté, qui m'a donné un nouveau pays et une nouvelle langue, que moi, je pense que c'est par là que s'est opérée cette langue qui est devenue peut-être assez vite littéraire du fait de ces lectures. Et alors, hier, ça faisait 17 ans quand même que j'ai déposé à l'accueil de Gallimard anonymement mon premier roman. Enfin, anonymement, sous pseudonyme, mais ils ont vite percé le pseudonyme. J'aurais aimé m'appeler Emma Bem, parce que Emma, dans la littérature française, n'est-ce pas, Emma, c'est moi. Disait Flaubert. Mais enfin, je voulais ce pseudonyme éminemment littéraire, mais bon. Mais pour vous dire que j'ai peu écrit quand même. En 17 ans, il y a une petite dizaine de livres, mais dont la moitié, c'est des livres pour enfants et qui sont vraiment très, très courts. Et c'est peut-être pas non plus volontairement que je suis devenue si parcimonieuse de ma littérature. C'est parce que toutes les crises, toutes les douleurs sont revenues. Donc je dis parfois, le français, c'est aussi cette langue où je suis devenue muette, en tout cas pour quelques années. Et pour la bavarde que je suis là, donc j'arrête. Mais donc je ne retravaille pas beaucoup mes textes. Quand j'écris, en 17 ans, j'ai écrit quelques mois, mis bout à bout. J'écris assez rapidement et assez spontanément. Et je m'aperçois que quand je relis et je reviens sur un texte, après, il faut quasiment le reconstituer. Parce que je gâche beaucoup, quoi. Je coupe mes longues phrases en petits bouts. Mais si les vers de terre, on peut les couper et les bouts vivent, c'est pas le cas des phrases. Donc, si elles voulaient être longues, autant les laisser vivre longues. D'accord. En même temps, à vous écouter, donc tout ce travail sur la langue, mais en même temps tout le sujet même. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes un peu un clown quand vous êtes dans vos occupations professionnelles. Ce livre ici, vous le connotez comment? C'est pas spécialement drôle, c'est pas non plus complètement sinistre, évidemment pas.
comment vous le définiriez, votre livre? Le seul rapport qu'on puisse trouver entre ce livre et mon activité à la radio, où on joue beaucoup avec les autres auteurs et la littérature en général, c'est que c'est quand même un livre référencé. J'ai imaginé une petite trilogie des références. Alors là, c'est la référence de Robert Musil, puisque j'en viens de l'Autriche-Hongrie, le grand auteur autrichien, et dont j'ai repris le titre d'ailleurs, L'accomplissement de l'amour est une nouvelle écrite par Robert Musil en 1910. Et c'est une femme qui lui répond 100 ans plus tard. Donc lui, il a recyclé une histoire de sa femme, qui était une femme divorcée, et qui lui a raconté son histoire. Il l'a écrit, et avec beaucoup de fantasmes sexuels des hommes de son époque. Et moi, 100 ans plus tard, donc en cela, c'est quand même une activité comme ça, un peu comme un jeu littéraire, ou un jeu de style. 100 ans plus tard, une femme répond en tirant une expérience, non pas de ce qu'on lui raconte, mais quand même que j'ai plus ou moins vécu. Et je mets, et là pourtant, là c'est pas forcément alors que du vécu, mais des fantasmes sexuels de mon époque, donc pile 100 ans plus tard, et ces fantasmes ont tout de même changé. Et je me dis parfois, peut-être dans 100 ans, il y aura un martien ou un robot qui répondra et qui mettra, j'aimerais bien, alors, cher robot de 2110, écrivez vos fantasmes sexuels, puisque c'est ça qui fait quand même aussi beaucoup la vie. Et la littérature en parle beaucoup. Alors là, dans les pages que j'ai ouvertes du livre de Julien, je suis tombée peut-être par chance. Julien Delmer va nous parler de ses fantasmes sexuels. Alors, absolument, Julien, dites-nous tout. En direct de la gare Saint-Sauveur. J'ai une petite anecdote, ceci dit, j'en parlais tout à l'heure. J'étais un peu ému en passant devant les arrêts métiers, c'est ça ? Juste là ? Oui. Parce que là, je voyais une petite lucarne et il y a 21 ans, presque jour pour jour, j'ai été dépucelé dans cette petite chambre-là par la fille de l'infirmière. Donc voilà, je trouvais ça important de l'évoquer ce soir. Oui, je pense qu'ils vont mettre une plaque. D'ailleurs, on va faire une quête. S'il vous plaît, oui. Après le débat pour mettre une plaque sur la lucarne. Merci la mairie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Eva Almassi, merci Julien Delmer. Merci à vous. Merci pour ces propos sur vos ouvrages. Et puis, lisez Georgia et puis l'accomplissement de l'amour. Merci à vous. Bonne soirée. Alors attention, public en folie. Nous allons faire une deuxième chanson. Une chanson de Delphine Berthelot, que moi j'ai trouvée très belle. Il m'en veut la sable mouillé, ventre serré et mal de mer, les gosses bronzés et ceux qui s'aiment. Je suis toute seule à m'éloigner, soleil brisé. Et que la mer, et que la mer. J'aime pas les fins et j'aime pas les trêves. J'ai peur d'aimer puisqu'on enlève le haut qui cache les cœurs, masque les cris, comble les manques sous le fluo des bikinis.
Vernis disco crochet vintage à décrocher dans les bistrots des matadors de l'apéro. Vernis disco crochet vintage à décrocher dans les bistrots des matadors de l'apéro. Qui à grands coups de bouchon liège m'arrache de toi mon cher beau. Tu me veux la sable mouillé, ventre serré et mal de mer, les gosses bronzés et ceux qui s'aiment. Je suis toute seule à m'éloigner du soleil brisé. Ah, caramel, ah, caramel, ah, caramel. Je voudrais t'aimer, mais je sais pas faire. J'ai peur de plaire, peur de déplaire, peur d'être à nu, d'enlever le haut. Le corps souvent à découvert, sous la douceur des paréos. Ni rester ni partir, disons plutôt dégarpir, mais dans ma tête résonne nos rires. Quand je débronze en terre, la nostalgie, ça m'enlaidit, je crains Paris. J'ai peur des terres, j'ai peur des terres, j'ai peur des terres. Puisqu'on déraille droit vers l'enfer, dans la même chaleur des métros, avec la Seine pour seul point d'eau. Soleil brisé et cœur amer, quitter la côte, garder le haut, et puis se taire, et puis se taire, et puis se taire. Alors c'est rigolo, je le dis quand même, parce que celle-là, je l'avais répétée dans le train, quand je repartais chez moi. Puis il y avait une fille qui me regardait jouer, puis j'étais là, je chantais dans le wagon. J'étais toute seule à m'éloigner, soleil brisé et cœur amer. Et du coup, j'ai pas souvent chanté des chansons où je dis que je suis toute seule, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une belle chanson et que c'était soigné. Alors merci pour l'écriture.